Et si je vous disais qu'un pays a soulevé du fond de la mer plus de 15 millions de mètres cubes de sable et de terre, puis a utilisé tout cela pour créer une nouvelle terre en plein milieu des vagues. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est la réalité d'Israël moderne. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi les Israéliens ont décidé de conquérir plus de 100 hectares de territoire sur la Méditerranée et comment cela est lié au commerce à l'autre bout de la planète. Abonnez-vous à la chaîne, ce sera intéressant. Israël a toujours été un pays où la capacité à travailler avec des ressources limitées est élevée au rang d'art. Les déserts se transforment en terres agricoles, l'eau de mer dessalée coule des robinets dans chaque maison et les technologies d'irrigation goutte à goutte sont exportées dans le monde entier. Mais les projets les plus grandioses de ce petit pays méditerranéen ne se déploient pas sur terre, mais en mer. C'est ici, au large de Haïfa, que se produit ce que l'on peut appeler une véritable révolution d'ingénierie. Et tout cela pour un seul objectif: rendre le commerce avec l'Asie plus rapide, moins cher et plus efficace. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Au début des années 2000, Israël a été confronté à un problème sérieux. Le commerce avec les pays asiatiques augmentait chaque année, les conteneurs en provenance de Chine, du Japon, de Corée du Sud arrivaient de plus en plus fréquemment. Les marchandises asiatiques représentaient déjà environ 25% de toutes les importations du pays. Électronique, textile, équipements industriels, tout cela devait être déchargé quelque part. Et c'est là que le mal de tête a commencé pour les logisticiens israéliens et les opérateurs portuaires. Il semblerait que pour recevoir des marchandises d'Asie, le port d'Eilat sur la mer Rouge soit idéal. Géographiquement, c'est l'itinéraire le plus pratique. Les navires en provenance de Shanghai ou de Singapour parcourent des milliers de kilomètres, entrent dans le canal de Suez, puis dans la mer Rouge et se retrouvent immédiatement au quai d'Eilat. Distance minimale, temps minimal, efficacité maximale. C'est ainsi que cela aurait dû être en théorie. Mais la réalité s'est avérée bien plus complexe. Le port d'Eilat ne pouvait tout simplement pas physiquement accueillir les navires porte-conteneurs géants modernes qui sont devenus la norme du commerce maritime mondial. Le fait est que les navires modernes de classe post-Panamax peuvent transporter jusqu'à 15 000 conteneurs de 20 pieds en un seul voyage. Leur tirant d'eau, c'est-à-dire la profondeur à laquelle ils sont immergés dans l'eau, atteint 15 mètres, et la profondeur des quais à Eilat n'était que d'environ 10 mètres. Simple arithmétique, un tel navire s'échouerait tout simplement. On aurait pu procéder à un dragage, moderniser le port pour le rendre capable d'accueillir ces navires géants. Mais là, une chaîne entière d'autres problèmes surgissait, chacun d'entre eux pouvant à lui seul enterrer tout le projet. Le premier et le plus grave problème concernait les récifs coralliens uniques du golfe d'Aqaba. C'est l'un des écosystèmes coralliens les plus septentrionaux de la planète, une véritable merveille de la nature. Des centaines d'espèces de poissons, de mollusques, de crustacés y vivent, créant une biodiversité incroyable. Tous travaux d'envergure pour approfondir le fond auraient signifié une condamnation à mort pour cet écosystème fragile. Les dragues auraient soulevé du fond des tonnes de limons et de matière en suspension qui se seraient ensuite déposées sur les coraux, les étouffant littéralement. Le changement des courants marins aurait détruit l'équilibre établi depuis des millénaires. Les organisations écologiques étaient catégoriquement contre une telle modernisation. Mais même s'il avait été possible de parvenir à un accord avec les défenseurs de la nature, un deuxième problème demeurait, économique. Le littoral d'Eilat s'était depuis longtemps transformé en paradis touristique. Hôtels, centres de plongée, restaurants, toute l'économie locale était liée au tourisme. Imaginez des vacanciers qui, au lieu de vagues azurées et de récifs coralliens, verraient depuis les fenêtres de leurs chambres des dragues, des barges de construction et des porte-conteneurs géants se déchargeant juste à côté de la plage. Le nombre de touristes aurait inévitablement chuté, et avec lui, les revenus des entreprises locales. Le troisième problème était lié à la géographie d'Israël lui-même. Eilat est situé à l'extrême sud du pays,
tandis que les principales villes, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, se trouvent à plus de 250 km au nord. Et c'est là que cela devient le plus intéressant. Entre Eilat et les régions centrales du pays, il n'y a absolument aucune liaison ferroviaire. Toutes les marchandises devraient être transportées par camion à travers le désert du Negev jusqu'à la gare ferroviaire la plus proche, à Beersheva. C'est long, coûteux et extrêmement inefficace. Chaque kilomètre supplémentaire sur roue augmente le coût du produit pour le consommateur final. Bien sûr, on aurait pu construire une voie ferrée, mais cela aurait nécessité des investissements astronomiques pour poser des rails à travers le désert. Les autorités israéliennes se sont retrouvées face à un choix difficile. On pouvait continuer à utiliser Eilat tel quel, en se limitant aux petits navires, mais alors le pays perdait sa compétitivité dans le commerce mondial. On pouvait investir des milliards dans sa modernisation, mais l'efficacité restait en question. Et c'est alors qu'une décision audacieuse est née. Oublier Eilat comme porte d'entrée principale pour les marchandises asiatiques et se concentrer sur les ports de la Méditerranée. Certes, le trajet depuis l'Asie vers la Méditerranée est plus long, mais si l'on y créait une infrastructure moderne, le gain serait colossal. Le choix s'est porté sur Haïfa, la plus grande ville portuaire du nord du pays. Ici, tous les avantages étaient réunis. Proximité des principaux centres économiques, réseau de transport développé, liaisons ferroviaires, autoroutes. Il ne restait plus qu'à transformer un bon port en un port exceptionnel. En 2005, la première phase de la modernisation grandiose a démarré. La construction du terminal Carmel a commencé. Le projet semblait ambitieux, même pour les normes d'un pays habitué aux réalisations d'ingénierie à grande échelle. La première chose à faire était de résoudre le problème de la profondeur. Des navires spécialisés, des dragues et des suceuses de sable se sont approchés des côtes de Haïfa. Ces machines géantes ont commencé méthodiquement à soulever du fond de la Méditerranée du sable, du limon et des roches dures. Jour après jour, semaine après semaine, les dragues plongeaient leurs godets sur le fond marin. Les dragues à godets multiples fonctionnaient comme des excavatrices géantes, mais sous l'eau. Une chaîne continue de godets se déplaçait en cercle, raclant le sol du fond et le remontant à la surface. Ensuite, ce sol était transféré sur des barges qui le transportaient vers des zones spécialement désignées. Parallèlement, des suceuses automotrices fonctionnaient, un type d'équipement plus moderne. Elles étaient équipées de pompes puissantes et de longs tuyaux d'aspiration qui aspiraient littéralement le mélange de sol et d'eau du fond. Ce mélange était pompé dans les cales des navires qui partaient ensuite vers le déchargement par leurs propres moyens. Au total, pour créer le terminal Carmel, 2,5 millions de mètres cubes de matériaux ont été soulevés du fond. Pour imaginer ce volume, imaginez un cube de 135 mètres de côté, entièrement rempli de sable et de limon. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais soulever le sol n'était que la moitié de la tâche. Ensuite, commençait le plus intéressant. Les Israéliens ont décidé d'utiliser tout ce matériau pour créer une terre artificielle en pleine mer. Une zone de 225 000 m² devait être conquise sur les vagues. D'abord, la zone choisie a été entourée de parois métalliques protectrices, enfoncées profondément dans le fond marin. Ces parois créaient une sorte de bassin géant, à l'intérieur duquel on pouvait travailler sans craindre que les courants marins n'érodent le remblai avant le temps. Ensuite, un travail minutieux de remblayage a commencé. Le matériau était déposé en couches, chacune étant soigneusement compactée par des équipements lourds. Une couche de sable, compactage, encore une couche, encore un compactage. Ce processus se répétait encore et encore jusqu'à ce que le niveau du remblai atteigne la hauteur nécessaire. À l'intérieur du remblai, des systèmes de drainage étaient installés, tout un réseau de canaux et de tuyaux par lesquels l'eau pouvait s'écouler. Cela est d'une importance critique, car sans drainage, le sol resterait humide et mobile, ce qui entraînerait des affaissements et la destruction de toutes les structures construites. Lorsque la terre artificielle a atteint la densité nécessaire, la construction des fondations a commencé. De profondes excavations ont été creusées, dans lesquelles ont été coulées des dalles de béton massives.
Ces dalles devaient supporter le poids incroyable des grues portuaires et la charge constante des opérations avec les conteneurs. Sur le territoire préparé, des murs de quai d'une longueur totale de 950 mètres ont été érigés. 700 mètres constituaient le quai principal, 250 mètres supplémentaires ont été alloués au quai auxiliaire. Le long des quais, 6 grues lourdes modernes ont été installées. Ces grues représentaient de véritables géants de l'industrie portuaire. Leurs flèches s'élevaient au-dessus de l'eau à des dizaines de mètres, permettant de décharger des conteneurs même des plus gros navires. En outre, sur le territoire du terminal, 12 gerbeurs électriques ont été installés, des grues automatisées pour travailler avec les conteneurs sur les zones de stockage. Le terminal Carmel a ouvert en 2010 et a immédiatement montré son efficacité. La profondeur au quai a atteint 15 mètres et demi, ce qui a permis d'accueillir des navires de classe post-Panamax d'une capacité allant jusqu'à 15 500 conteneurs de 20 pieds. Mais les Israéliens ne se sont pas arrêtés là. À peine la construction de Carmel était-elle terminée, que la préparation d'un projet encore plus ambitieux a commencé. En 2015, la construction du terminal Bayport a démarré, qui devait éclipser tout ce qui avait été fait auparavant. Cette fois, l'ampleur des travaux a dépassé toutes les attentes. Les dragues et les suceuses de sable sont revenues vers les côtes de Haïfa, mais maintenant, elles devaient soulever du fond non pas 2,5 millions, mais 15 millions de mètres cubes de sol. C'est 6 fois plus que pour Carmel. Imaginez un cube de 247 mètres de côté, entièrement rempli de sable et de limon marin. Ou imaginez que tout ce matériau est chargé dans des camions, alors la colonne s'étirerait sur des centaines de kilomètres. C'est exactement la quantité de sol qui a été soulevée du fond de la Méditerranée. Les travaux se déroulaient 24 heures sur 24, les dragues et les suceuses de sable travaillaient en plusieurs équipes. Le fond marin s'approfondissait progressivement, atteignant 17 mètres et demi. Cette profondeur était d'une importance critique, car Bayport était conçu pour accueillir des porte-conteneurs ultra grands de classe ULCV. Ces navires géants peuvent transporter jusqu'à 18 000 conteneurs de 20 pieds en un seul voyage. Leur longueur dépasse 400 mètres et leur tirant d'eau atteint 16 mètres. Sans profondeur suffisante, de tels navires ne pourraient tout simplement pas s'approcher du pont. Sur les 15 millions de mètres cubes de sol soulevés, 5 millions ont été transportés et déposés à un autre endroit sur le fond marin où ils ne gênaient pas la navigation. Et les 10 millions de mètres cubes restants ont été utilisés pour créer une autre île artificielle d'une superficie de 84 hectares. La technologie de création de cette terre artificielle a été améliorée par rapport à Carmel. Sur le périmètre de la future île, de puissantes parois métalliques ont été enfoncées, créant une protection fiable contre les vagues et les courants marins. Ensuite, à l'intérieur de cet espace, des cloisons temporaires ont été construites. Ces cloisons divisaient l'immense zone en sections distinctes qui étaient remplies à tour de rôle. Cela permettait de mieux contrôler le processus de tassement du sol et assurer un compactage uniforme sur tout le territoire. Chaque section était remblayée en couches avec un compactage minutieux. Des rouleaux lourds et des plaques vibrantes passaient méthodiquement sur chaque couche, chassant l'eau et l'air du sable, transformant la masse meuble en une base dense. Les systèmes de drainage fonctionnaient en continu, évacuant l'eau et accélérant le processus de consolidation du sol. Lorsque le remblai a atteint la hauteur de projet et la densité nécessaire, la construction de fondations massives a commencé. D'énormes dalles de béton et des grillages ont été coulés, qui devaient supporter le poids de grues portuaires géantes et les charges dynamiques constantes de leur fonctionnement. Sur l'île artificielle, des murs de quai capables d'accueillir les plus gros navires du monde ont été érigés. Le long des quais, des grues ultramodernes ont été installées, parmi les plus grandes et les plus puissantes de l'industrie portuaire mondiale. Leur capacité de levage et leur vitesse de travail étaient impressionnantes. Ces grues pouvaient traiter plusieurs dizaines de conteneurs par heure depuis un seul navire, ce qui réduisait radicalement le temps d'escale. Et le temps, c'est de l'argent dans le monde de la logistique maritime. Chaque heure supplémentaire d'escale d'un navire au port coûte aux armateurs des milliers de dollars.
Derrière les quais s'étendaient de vastes zones à conteneurs équipées de gerbeurs automatisés. Ces grues robotisées fonctionnaient selon un programme défini, déplaçant, triant et empilant automatiquement les conteneurs. L'intervention humaine était minimale. Un système automatisé de portail d'entrée pour les camions a été créé. Des caméras spéciales lisaient les plaques d'immatriculation, l'électronique vérifiait les documents, les barrières s'ouvraient automatiquement. Les files d'attente et les embouteillages ont été évités grâce à la vitesse élevée de traitement de chaque véhicule. Un réseau routier étendu a été construit à l'intérieur du terminal, relié directement aux autoroutes nationales. De nouvelles voies ferrées ont été posées, reliées au réseau national. Désormais, les conteneurs pouvaient quitter le port aussi bien par camion que par train. Des bâtiments administratifs modernes, des installations techniques, des sous-stations électriques ont été érigées. L'ensemble du terminal recevait suffisamment d'énergie pour faire fonctionner tous les équipements, des grues géantes au système d'éclairage et de climatisation dans les locaux de bureaux. Mais même avec toute cette grandeur, un problème demeurait. La mer attaque constamment toutes les structures créées par l'homme. Les vagues, les courants, les tempêtes, tout cela détruit lentement mais sûrement le béton et le métal. L'île artificielle et les quais avaient besoin de protection. Et les Israéliens ont créé un autre projet à grande échelle à l'intérieur du projet. Un système de brise-lames qui est devenu une véritable merveille d'ingénierie. Le brise-lames principal existant a été prolongé de 882 mètres. Mais cela ne suffisait pas pour protéger pleinement le nouveau terminal. Un brise-lames auxiliaire d'une longueur de 2 km 100 mètres a été construit. Sa construction comprenait des éléments de remblai en grosses pierres et des sections de caissons en béton armé. Ces caissons étaient fabriqués sur le rivage, puis mis à l'eau et remorqués jusqu'au lieu d'installation. Sur place, les caissons étaient remplis de sable et de béton, puis descendus sur le fond marin, où ils se mettaient en place comme des cubes géants, formant un mur infranchissable pour les vagues. Au-dessus de ces caissons, des couches supplémentaires de grosses pierres étaient posées pour renforcer la structure. Au total, environ 43 300 éléments de béton de protection de différentes tailles et poids ont été utilisés pour la construction des brise-lames. Plus 5 300 000 tonnes de pierres. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes sur l'ampleur des ouvrages de protection. Les brise-lames fonctionnent comme des boucliers géants, prenant sur eux les coups des vagues et dissipant leur énergie. Bien sûr, ils se détériorent progressivement, mais cela est prévu dans le projet. Il vaut mieux réparer les brise-lames que de restaurer les quais et les grues après chaque tempête sérieuse. Outre la protection contre les vagues, les brise-lames remplissent une autre fonction importante. Ils protègent la zone d'eau du port contre les sédiments. Les courants marins transportent constamment du limon et du sable qui pourraient se déposer au fond et réduire la profondeur. Les brise-lames ralentissent les courants, forçant les sédiments à se déposer en dehors du port. Bayport a ouvert et est immédiatement devenu le joyau de l'infrastructure portuaire israélienne. Avec Carmel, il a transformé Haïfa en un des ports les plus modernes et efficaces de la Méditerranée orientale. La capacité de traitement a atteint 1,5 million de conteneurs de 20 pieds par an. Bien sûr, c'est loin des géants mondiaux comme Shanghai, qui traitent 47 millions de conteneurs par an. Mais pour Israël, relativement petit, c'est une réalisation colossale. Et surtout, le pays pouvait maintenant accueillir les plus gros porte-conteneurs de la planète. La capacité d'accueillir des navires ultra grands offrait d'énormes économies à tous les acteurs du commerce. Au lieu d'envoyer 2 ou 3 navires de plus petite taille, on pouvait charger un porte-conteneur géant. Les dépenses en carburant, salaire d'équipage, frais portuaires chutaient radicalement. Ces économies se reflétaient sur le coût final des marchandises. L'électronique de Chine, le textile du Vietnam, l'équipement industriel de Corée du Sud, tout cela devenait moins cher pour les consommateurs et les entreprises israéliennes grâce à une logistique efficace. Mais les avantages n'étaient pas seulement pour Israël lui-même. Haïfa s'est transformé en un hub de transit important pour toute la région. Les marchandises d'Asie étaient maintenant déchargées à Haïfa,
puis redistribués sur des navires plus petits pour la livraison vers d'autres ports méditerranéens. La Grèce, Chypre, l'Égypte, même certains ports de Turquie ont commencé à recevoir des marchandises asiatiques via Haïfa. En 2012, le porte-conteneurs géant MSC Golden Gate est arrivé au port. Pendant l'escale, environ 1600 opérations de chargement et de déchargement de conteneurs ont été effectuées. La vitesse moyenne était de 191 conteneurs par heure, ce qui était un excellent indicateur pour l'époque. Parmi les marchandises déchargées, se trouvait un important lot destiné à l'Égypte, au port d'Alexandrie. Haïfa est devenue la porte d'entrée vers la Méditerranée orientale pour les marchandises d'Asie. Ce titre apportait non seulement du prestige, mais aussi de l'argent réel. Chaque conteneur passant par le port signifiait des frais portuaires, des frais de manutention, des revenus provenant de services. L'économie locale a reçu une puissante impulsion de développement. L'automatisation et l'équipement technologique des nouveaux terminaux ont considérablement réduit le temps de traitement des navires. Si auparavant, un porte-conteneur pouvait rester au port plusieurs jours, ce délai était maintenant réduit à 1 jour ou même moins pour certaines opérations. Moins de retard signifiait moins de pertes pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Les producteurs en Asie pouvaient recevoir plus rapidement le paiement des marchandises, les importateurs en Israël et dans les pays voisins recevaient plus rapidement les produits commandés, les consommateurs voyaient plus rapidement les nouveautés sur les rayons des magasins. Pour l'économie interne d'Israël, la modernisation des ports signifiait la création de milliers de nouveaux emplois. Opérateurs de grues, répartiteurs, chauffeurs de camions, logisticiens, employés d'entrepôts, mécaniciens entretenant les équipements, spécialistes des systèmes d'information, tous ont trouvé du travail. Les secteurs connexes se sont développés, entreprises de transport, sociétés de logistique, installations d'entreposage, ateliers de réparation, compagnies d'assurance spécialisées dans le transport de marchandises. Tout cet écosystème créait une activité économique et de la prospérité. Le nord du pays, où se trouve Haïfa, a reçu une puissante impulsion de développement. La ville a renforcé ses positions en tant que centre industriel et commercial, attirant des investissements et des cadres qualifiés. L'écart entre le centre et la périphérie a commencé à se réduire. Il est intéressant de noter qu'au début des années 2000, un projet complètement différent était discuté, qui aurait pu changer toute la situation. Vous vous souvenez des problèmes du port d'Eilat ? Eh bien, les Israéliens se sont alors posé la question, et si, au lieu de moderniser le port existant, on en construisait un complètement nouveau ? Un projet appelé Porte du Sud est né. L'idée était vraiment révolutionnaire. Déplacer le port d'Eilat à l'intérieur des terres, vers le nord, à une distance d'environ 4,5 km de la ville. Le port devait être construit dans une zone spécialement préparée dans le désert. La connexion avec le golfe d'Aqaba devait se faire par un canal artificiel de 4 km de long et d'environ 100 mètres de large. Ce canal aurait traversé le désert, permettant aux navires d'entrer dans le nouveau port, situé loin de la zone touristique et des récifs coralliens. Les avantages semblaient évidents. La zone touristique était complètement libérée de l'activité portuaire. Les plages et les hôtels ne voisinaient plus avec les navires de fret. Les récifs coralliens restaient intacts car le canal était tracé ailleurs, où l'écosystème n'était pas aussi vulnérable. Le nouveau port pouvait être construit à partir de zéro en utilisant les technologies et les aménagements les plus modernes. Il n'aurait pas été nécessaire de s'adapter aux constructions existantes et aux contraintes de l'ancien port. Il semblait que c'était la solution idéale à tous les problèmes. Cependant, le projet est resté sur le papier. La première et principale raison était le coût astronomique. Les experts estimaient les dépenses à plus de 3 milliards de dollars. Creuser un canal de 4 km dans le désert, construire un nouveau port à partir de zéro, créer toute l'infrastructure nécessaire, tout cela nécessitait des investissements colossaux. Mais ce n'est même pas l'argent qui est devenu le principal obstacle. L'absence de soutien politique a enterré les portes du Sud. Différentes forces politiques n'ont pas pu se mettre d'accord, les priorités ont changé, le projet a été reporté, puis complètement gelé.
Peut-être que si les portes du Sud avaient été réalisées, l'histoire de l'infrastructure portuaire israélienne aurait été différente. Eilat aurait pu devenir une porte moderne pour le commerce asiatique, et Haïfa serait resté un port important, mais pas le principal du pays. Mais la réalité en a décidé autrement. Haïfa a reçu des investissements à grande échelle et une modernisation, se transformant en joyau du système portuaire israélien. Eilat est resté un port important pour certains types de marchandises, mais a perdu la chance de devenir la principale porte maritime du pays. L'histoire de la modernisation du port de Haïfa montre à quel point la planification stratégique et la volonté de réaliser des projets à grande échelle sont importantes. Les Israéliens n'ont pas eu peur de soulever du fond de la mer près de 18 millions de mètres cubes de sol, de créer plus de 100 hectares de terre artificielle, de construire des kilomètres de brise-lames. Ces efforts ont été largement récompensés. L'infrastructure portuaire moderne a donné au pays des avantages compétitifs dans le commerce mondial, a réduit le coût des importations, a créé des milliers d'emplois, a stimulé le développement de toute une région. Aujourd'hui, lorsque des porte-conteneurs géants accostent aux quais de Bayport et de Carmel, lorsque des grues automatisées transbordent des milliers de conteneurs, lorsque des trains et des camions distribuent les marchandises dans tout le pays, peu de gens pensent que tout cela repose sur une terre artificielle conquise sur la mer. Ainsi, nous avons vu comment un petit pays a résolu une tâche grandiose, transformant les limites géographiques en triomphe d'ingénierie. Israël a soulevé du fond de la Méditerranée des millions de tonnes de sol, a créé des îles artificielles, a construit des terminaux ultramodernes et a prouvé qu'avec la volonté et les ressources, on peut changer la géographie elle-même en sa faveur. Si vous avez aimé cette histoire sur la façon dont l'humanité transforme la planète, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Et dans les commentaires, racontez quels autres projets d'ingénierie grandiose vous impressionnent le plus.